Je me suis réveillé dans un silence si complet qu'il m'a fait grincer des dents, comme si le monde avait englouti chaque son et n'avait exhalé que le vide. Un instant, je suis resté allongé là, la poitrine se soulevant et s'abaissant contre des draps frais qui sentaient légèrement le cèdre et la menthe poivrée, rappel des vacances que j'étais censé partager avec sa famille. Mais le lit à côté de moi était froid, mon côté intact, dépourvu du poids familier que j'avais fini par tenir pour acquis. Pas de léger bruissement de couverture, pas de léger murmure de respiration, juste l'écho creux du souvenir dans une pièce qui me semblait soudain trop grande. Je me suis redressé, la couette glissant de mes genoux, et j'ai écouté. La seule réponse fut un silence pesant et inflexible. Mes pieds ont trouvé des pantoufles par terre, et je me suis dirigé sans bruit vers la porte de la chambre. C'était un bocal, comme toujours. C'est à ce moment-là qu'Adriana et moi nous préparions pour le rush du matin, jusqu'à ce matin où il est resté immobile, m'offrant un aperçu du couloir vide au-delà. Les murs, parés de guirlandes et de guirlandes lumineuses scintillantes, semblaient se moquer de moi. C'était la veille de Noël, le summum de la tradition et de la convivialité, et je n'étais ni au sommet ni partie prenante. Mon cœur battait la chamade en descendant l'escalier, chaque marche grinçant un peu plus fort que la précédente. Au pied de l'escalier, le salon était nu. Notre sapin, une haute fourrure noble, gardait encore ses décorations, des pompons peints à la main des années passées. De minuscules figurines en bois, une étoile perchée à son sommet. En dessous, les cadeaux assemblés attendaient en silence, enveloppés dans du papier métallisé qui reflétait les guirlandes lumineuses comme des lucioles piégées. Je tendis la main, effleurant du bout des doigts le bord d'une boîte portant le nom d'Adriana et une calligraphie magistrale, et sentis la chaleur de la trahison palpiter sous ma peau. Pas d'empreinte de pas sur le paillasson couvert de neige, pas de bagages dans l'entrée, pas de joyeux chaos. J'avalai ma salive et me dirigeai vers la porte d'entrée, espérant qu'elle trahisse leur présence. Au lieu de cela, des aiguilles de pin jonchaient le seuil, cassantes et brunes, éparpillées comme les vestiges d'une fête qui avait déjà pris son envol sans moi. Je suis sorti, l'air froid me mordant les joues, et j'ai inspecté l'allée. Pour un total de fourgonnettes, 2 SUV blancs assortis, un monospace vert foncé et la voiture de location de l'autre côté de la rue, je me suis dit que je ne les remarquerais pas. Elles étaient alignées comme des sentinelles, moteurs éteints, portes closes, vitres embuées par le souffle coupé. Ma valise était appuyée contre la porte du garage, la petite serrure en laiton brillant faiblement sous la lumière du Porsche. J'avais fait mes bagages la veille au soir, fourrant dans chaque poche zippée les vêtements que je voulais porter, le pull qu'elle adorait sur moi, les petits cadeaux que j'avais été trop occupé à emballer. Maintenant, elle m'attendait à mes côtés, comme si j'appartenais à cette caravane. Mais non, quand je l'ai appelée, ma gorge s'est serrée si soudainement que j'ai eu du mal à parler. La sonnerie du téléphone me parut trop forte dans le vide, alors je le serrai contre ma poitrine, ayant besoin de sa chaleur pour me rappeler que la vie palpitait encore sous ma peau. Elle répondit à la deuxième sonnerie, d'une voix aiguë et lumineuse, comme si elle parlait quelques instants plus tôt. « On te croyait dans la camionnette avec tes cousins », dit-elle, les mots sortant trop vite, trop répétés. « Tes cousins ?» J'entendis un rire dans sa voix, ou du moins une absence de détresse. « Mes cousins? Ses cousins? Leurs proches ?» Mon pouls battait fort contre mes côtes, mais je ne dis rien. Je laissai le silence s'installer entre nous, ininterrompu, jusqu'à ce qu'elle s'éclaircisse la gorge et répète son excuse. Je raccrochai sans un mot. Le déclic de fin de ligne résonna dans ma tête plus longtemps que la conversation. Intérieurement, je suivis la fine ligne de givre qui se formait sur le paillasson, appuyant là où les aiguilles avaient glissé. J'avais envie de crier, de claquer toutes les portes de la maison jusqu'à ce que les fenêtres tremblent, jusqu'à ce que ma voix fasse voler en éclats les décorations de contes de fées. Mais l'air semblait prêt à voler en éclats si je le faisais. Au lieu de cela, je retournai au salon, éclairé seulement par la douce lueur du sapin, et me laissai tomber sur le canapé. Les coussins craquèrent sous moi, cédant au poids de mon désespoir. Je fixai par la fenêtre la rue silencieuse, des empreintes de pas humides, de simples suggestions plutôt que des preuves de ma présence. Dehors, le monde semblait intact, comme si tous les autres avaient simplement continué leur vie, inconscients de la dévastation qui régnait dans cette maison. Le réveillon de Noël était censé être synonyme de rire au coin du feu, de tasses de chocolat chaud, de projets pour les batailles de boules de neige du lendemain et de chants de Noël. Au lieu de cela, le seul bruit était ma propre respiration et le faible bourdonnement du réfrigérateur dans la cuisine, plus loin.
Je me levai et m'éloignai dans cette direction, écartant une guirlande lumineuse tombée de la guirlande. Les plans de travail étaient vides, à l'exception du plat de biscuits au pain d'épices que j'avais préparé pour le Père Noël, qui me semblait maintenant une farce cruelle. J'en pris un, son arôme sucré réchauffant mes poumons, et je le croquai, goûtant la cannelle et le regret. La douceur contrastait avec l'amertume de savoir que chaque biscuit, chaque décoration, chaque tradition chérie était un rappel de ce qu'ils avaient pris. L'inclusion. Mon téléphone vibra de nouveau. Un autre appel. Une autre occasion manquée de m'expliquer. Je le coupai au silence, le plaquai face contre terre sur le plan de travail et laissai mes doigts s'enrouler autour d'une aiguille de pain égarée jusqu'à ce qu'elle se brise. Je passai une main dans mes cheveux et fermai les yeux, essayant de ralentir le tourbillon de pensées qui tourbillonnait dans mon crâne. Il pensait que je ne remarquerais rien. Il pensait que j'accepterais le silence. Mais ce vide, cet espace creux et résonnant, était plus fort que n'importe quel chant de Noël. C'était l'hymne d'un rasoir, une chanson que je n'apprendrais jamais à aimer. Je traversai la baie vitrée et posai mes mains sur la vitre froide. Le reflet qui m'attendait était creux, mais résolu. Je traçai les contours de mon visage dans le givre, soufflant un air chaud sur la douleur pour en estomper les contours. S'il croyait que je me fondrais à nouveau discrètement dans l'ombre, il se trompait. Ce silence serait l'étincelle. Ce silence, qui ne me semblait ni sacré ni paisible, allumerait quelque chose qu'il ne pourrait ignorer. Et malgré la douleur dans ma poitrine, malgré la douleur de leur cruauté, je sentis la première lueur de force et de braise briller dans le vide qu'ils laissaient derrière eux. Je me détournai de la fenêtre et contemplai la maison vide, chaque pièce résonnant de leur absence comme une accusation. Puis je pris mon téléphone, ouvris l'application où la réservation brillait encore au néon. Le chalet, leur rêve de Noël. J'appuyai sur « Annuler », regardant l'écran de confirmation apparaître. Remboursement lancé. Remboursement sous 3 à 5 jours ouvrés. Mon doigt s'attarda sur cette ligne, goûtant la douceur du châtiment. Je rangeai le téléphone, les épaules droites, et m'autorisai une seule inspiration silencieuse. Le silence persistait, mais c'était différent. Chargé et déterminé, je remontai l'escalier jusqu'à ma chambre, la valise toujours à la main et le cœur encore serré, prêt à commencer mes propres vacances. 2 heures plus tard, j'étais assise dans la même maison silencieuse. Le goût du café rassis me hantant la gorge comme une malédiction. La tasse que j'avais abandonnée sur le plan de travail avait laissé un cerne sur le marbre, une tache qui ressemblait à une alliance évidée. Je restais planté là, les doigts tambourinant sur le bord de l'évier, essayant de digérer ce qui venait de se passer. Le téléphone était toujours dans ma main. L'écran brillait d'un message qui me transperçait la poitrine. Il n'est vraiment pas là. Oh mon Dieu, notre plan avait fonctionné. Marisol, la sœur d'Adriana. Ma belle-sœur, avec son sourire impeccable et ses 2 voix douces, me répétant sans cesse que j'étais une excellente pourvoyeuse de revenus quand je réglais l'addition du dîner ou réservais des hôtels que personne d'autre ne pouvait se permettre. Notre plan avait fonctionné. Cette ligne se tordait en moi, acide et implacable. Je l'ai regardé longuement, le relisant sans cesse comme si la répétition le rendrait moins réel. Chaque mot était un coup de massue. Leur plan, me laisser derrière moi pour disparaître dans un rêve de Noël pour lequel j'avais payé. Me traiter comme le porte-manteau près de la porte d'entrée, utile jusqu'à ce qu'il n'ait plus besoin de moi. J'ai laissé le téléphone glisser de ma main sur le comptoir. Le bruit de son atterrissage était trop doux, trop faible comparé à la rage qui bouillonnait sous ma peau. Les lumières du sapin de Noël dans le salon clignotaient comme des applaudissements moqueurs, clin d'œil à ma stupidité. C'était moi qui avais planifié tout ce voyage. J'avais fait des recherches sur les chalets, lu les avis, réservé le lodge hors de prix avec la charmante vue sur les montagnes parce que Lucinda disait que cela lui rappelait sa lune de miel. J'avais veillé à ce que chaque détail soit parfait. Le charme rustique, le chauffage au sol, le panier de chocolat et de vin de bienvenue. C'était censé être le Noël dont ils se souviendraient tous. Ils s'en souviendraient, certes, mais pour des raisons différentes. J'ai pris une longue inspiration, laissant la colère se calmer et se transformer en une sensation glaciale et acerbe. Puis je me suis dirigé vers le petit bureau près de la fenêtre, celui où Adriana tenait habituellement son ordinateur portable et une tasse de café hors de prix pendant qu'elle envoyait des emails de vacances pleins de bonne humeur. J'ai ouvert mon propre ordinateur, celui que j'avais utilisé pour réserver sur Airbnb, et j'ai consulté les détails de la réservation. 12 500 $, une semaine complète. La réservation était répertoriée sous mon compte, ma carte de crédit.
Je fixais le bouton « Gérer la réservation », mon doigt le survolant comme un déclencheur. Ils pensaient que j'étais un personnage secondaire, un portefeuille avec un nom attaché. Mais ils avaient commis une erreur, laissant la réservation sous mon nom, mon compte, mon argent. J'ai appuyé sur « Annuler » sans hésiter, et la confirmation est apparue instantanément. Votre remboursement a été effectué. Les fonds seront reversés sur votre carte sous 3 à 5 jours ouvrés. Un calme étrange m'a envahi, un sentiment de satisfaction tranquille qui me semblait étranger et pourtant entièrement mérité. Je me suis adossé à mon fauteuil et j'ai expiré, laissant l'amertume se dissiper, remplacée par une résolution qui grandissait lentement. Il m'avait volé mon Noël, mais il refusait de garder mon argent. Mon téléphone a vibré de nouveau sur le comptoir, l'écran s'illuminant au nom d'Adriana. Je l'ai laissé sonner, imaginant sa voix affolée à l'autre bout du fil, expliquant à sa mère, ses cousines, ses sœurs que le Noël de rêve dans un chalet était terminé. J'ai revu leurs visages, la confusion, la panique lorsqu'elles ont réalisé leur plan. Le mien s'effondrait. Un deuxième bus, puis un troisième. Je les ai tous ignorés. Au lieu de cela, j'ai ouvert une application de prise de notes sur mon ordinateur portable et j'ai commencé à taper. J'ai tout noté, chaque détail, chaque mensonge. Chaque fois que Lucinda m'avait dit qu'elle me rembourserait après les fêtes. Chaque cadeau que j'avais acheté à des nièces et neveux qui connaissaient à peine mon nom. Chaque fois que j'avais sauvé Marisol de ses dettes de carte de crédit. J'écrivais sur les dîners où j'avais payé l'addition parce que personne d'autre ne sortait son portefeuille, sur les réparations de voitures, sur les courses. À chaque instant, j'étais celle qui restait silencieuse, celle sur laquelle ils s'appuyaient, celle qu'ils effaçaient. La liste s'allongeait à chaque frappe, chaque souvenir s'élevant comme la fumée d'une maison en feu. Je me souvenais d'Adriana qui m'avait dit « Tu es la personne stable. C'est pour ça qu'on compte sur toi. » Et comment je l'avais cru comme une idiote, pensant que la stabilité était synonyme de famille, d'amour. Mais en réalité, tout cela signifiait que j'étais trop prévisible pour riposter. Mes doigts tremblaient en tapant la dernière ligne. J'étais celle qui restait silencieuse. C'est pourquoi ils pensaient que je ne riposterais pas. J'ai enregistré le fichier sous un seul mot, effacé. La maison semblait alors différente, moins vide, plus vivante, avec la possibilité que peut-être, juste peut-être, c'était le début de quelque chose de nouveau. Je n'allais plus être le personnage secondaire. Je n'allais pas laisser leur rire résonner dans ces couloirs comme ils l'avaient toujours fait. J'allais reprendre ma place, non seulement dans la maison, mais aussi dans l'histoire qu'ils essayaient d'écrire pour moi. Le téléphone sonna une fois de plus. Encore Adriana. Je la laissai sonner, un petit sourire se dessinant sur mes lèvres. Qu'elle se demande pourquoi son plan parfait avait commencé à s'effondrer. Qu'elle pense que c'était moi qui avais disparu. Je pris la tasse sur le comptoir, fixai le halo qu'elle laissait derrière elle. Je ne l'essuyai pas. Je la laissai là, une tâche pour me rappeler ce qui avait été volé et ce que je commençais à reprendre. J'emportai la tasse avec moi dans le salon, m'installai sur le canapé et contemplai les cadeaux sous le sapin. Ils étaient tous là, soigneusement emballés, des rubans aux couleurs vives noués en nœuds parfaits pour sa famille, pour son peuple. Mon peuple aussi, avait-on toujours dit. Mais je réalisai alors que je n'avais jamais vraiment été l'un d'eux. J'avais été le parrain, le filet de sécurité, l'homme qui rendait tout possible. Je tendis la main vers l'un des cadeaux, une petite boîte au nom de Marisol. Je dénouai le ruban, prudemment et lentement, et l'ouvris. Un bracelet délicat, en argent, serti de minuscules pierres précieuses. Je passerai des heures à le choisir, imaginant son sourire. Je le posai sur la table basse, le papier de soie se froissant dans ma main comme les plans qu'ils avaient élaborés dans mon dos. Je me laissai aller en arrière et fermai les yeux, laissant le silence s'installer autour de moi. Non plus oppressant, mais nécessaire. J'avais commencé la journée en pensant avoir été oublié, mais je réalisais maintenant que j'avais été pris pour cible, utilisé, joué. Mais ils n'avaient pas compté sur moi pour retrouver ma voix, sur moi pour me rappeler que le silence a parfois le plus de mordant. Le remboursement serait sur mon compte dans 3 à 5 jours ouvrés, peut-être plus tôt. Et ce n'était que la première étape. Le premier domino d'une série de conséquences qu'ils n'avaient jamais vu venir. Je souris dans l'obscurité, laissant la lueur des guirlandes de Noël danser aux confins de mon champ de vision. Joyeux Noël, murmurai-je à tout le monde. Pas d'émoji, pas de ponctuation, pas de colère, juste des souvenirs. Puis j'ai ouvert mon ordinateur portable et commencé à planifier. La guerre qu'ils avaient déclenchée se déroulerait en silence,
Mais ce serait mon silence, pas le leur. Au matin, elle avait commencé. Le premier appel est arrivé à 7h14. Le nom d'Adriana a illuminé mon écran comme un néon, me hurlant de décrocher. J'ai regardé le téléphone sonner, puis la messagerie vocale s'estomper, puis sonner encore et encore. Je n'ai pas répondu. J'ai vu ses noms s'empiler, comme si le poids de sa culpabilité allait m'écraser. Elle avait été le premier domino de la chaîne qui s'écroulait maintenant. Mais elle n'était pas seule. Le reste de sa famille, Lucinda, Thomas, Ranada, Félix, et même le petit ami de Marisol, Julien, celui que je n'avais rencontré que 2 fois, ont tous rejoint le cortège numérique du désespoir. Le temps que je finisse de préparer le café, l'écran affichait le nombre ahurissant de 101 appels manqués. Je les ai laissés s'accumuler comme la preuve de leur panique. La preuve que leur plan avait fonctionné, et maintenant le mien aussi. Un sentiment de satisfaction tranquille s'est installé dans ma poitrine, chassant la vieille douleur qui y vivait depuis trop longtemps. Je ne leur devais pas de réponse. Je me devais la paix. J'ai posé la tasse sur le comptoir et j'ai regardé la vapeur monter comme une lente expiration, libérant la tension qui s'était enroulée dans ma colonne vertébrale pendant trop de Noël. J'ai désactivé les notifications. Fini les vibrations frénétiques. Fini les messages d'urgence qui clignotaient en blanc. Ce mot, urgence, il me semblait ridicule maintenant. Ridicule même. Comme si j'étais la menace. Comme si le vrai problème était que j'avais enfin appris à dire non. Toute ma vie d'adulte n'avait été qu'une série de « oui ». Chacun était une brique de la forteresse qu'ils avaient bâtie autour de mon estime de moi. Chaque dîner, chaque voyage, chaque urgence familiale, toujours résolue par mon portefeuille, mon temps, ma patience. Je sirote mon café, laissant l'amertume me rappeler chaque fois qu'on m'a demandé de payer pour leurs erreurs. L'urgence professionnelle soudaine de Marisol qui avait besoin de quelques milliers de dollars pour couvrir des dépenses imprévues. Le prêt de Lucinda pour la réparation de sa voiture, qui ne m'est jamais parvenu. Le sourire facile d'Adriana lorsqu'elle a dit « Tu sais comme ils sont reconnaissants, n'est-ce pas ?» Reconnaissant. Ce mot me semblait empoisonné à présent. J'avais pris la gratitude pour une manipulation discrète, déguisée en joie des fêtes et en loyauté familiale. De l'autre côté de la fenêtre, le monde était le même que n'importe quel autre matin de Noël. Le givre recouvrait le sol, s'accrochant à l'herbe comme une dentelle délicate. Je pouvais voir mon souffle sur la vitre. J'ai pressé du bout des doigts la douleur fraîche, sentant la brûlure de l'hiver sur ma peau, et j'ai laissé le silence m'envelopper comme un bouclier. Je n'avais pas réalisé à quel point leur bruit avait été lourd avant qu'ils ne disparaissent. J'ai jeté un coup d'œil au téléphone, toujours silencieux, et j'ai senti quelque chose se détendre en moi. Je n'avais pas besoin de répondre. Je n'avais pas besoin de tout réparer. Je n'avais pas besoin d'apaiser leurs ennuis avec des excuses polies et un pardon facile. J'en avais assez de jouer la silencieuse qui encaissait chaque coup et souriait malgré la douleur. J'en avais assez d'être celle sur qui ils pouvaient compter jusqu'à ce qu'ils n'aient plus besoin de moi. J'ai décroché le téléphone, non pas pour répondre, mais pour regarder le flot de messages qui m'attendaient. Certains étaient marqués « urgent », d'autres « urgent ». Quelques-uns n'étaient que des chapelets de points d'interrogation, mais l'un d'eux a retenu mon attention. Marisol, son nom à l'écran m'a serré la poitrine. J'ai cliqué dessus et l'aperçu indiquait « Peux-tu juste rappeler Adriana ?» Elle pleure. Je fixais ces mots, me remémorant chaque fois qu'on m'avait demandé de nettoyer leur bazar, d'être la personne calme, celle qui pardonne, celle qui remettait tout en ordre. J'ai senti ce vieux réflexe se contracter dans ma poitrine, le besoin de réparer, de réconforter, de protéger. Mais je l'ai repoussé et je l'ai laissé mourir. J'ai posé le téléphone sur le comptoir et me suis détourné, laissant la cuisine s'éteindre, à l'exception du léger bourdonnement du réfrigérateur. Le café refroidissait dans la tasse à côté de moi. Je ne l'ai pas fait. Au lieu de cela, j'ai pris la télécommande et allumé la télévision, laissant le bavardage insensé d'un talk-show matinal emplir l'espace où leur voix résonnait autrefois. Je me fichais des nouvelles, de la météo ou des animateurs joyeux. Je voulais juste étouffer le souvenir de leur rire. Je me suis adossé au comptoir et j'ai fermé les yeux, laissant la chaleur de la pièce m'envahir comme une promesse silencieuse. Je n'étais pas l'homme qu'ils avaient laissé derrière eux. J'étais l'homme qui avait choisi de rester, et c'est moi qui déciderais quand, si jamais, je les laisserais revenir. Le téléphone a vibré de nouveau, vibrant contre le comptoir comme un insecte mourant. Je l'ai laissé sonner. Je l'ai laissé sonner jusqu'à ce que l'écran s'éteigne. J'en avais assez d'être à leur merci.
J'en avais assez de les laisser décider quand mon heure était la leur. Je suis allé au salon et me suis assis sur le canapé, laissant les guirlandes de Noël scintiller en signe d'approbation silencieuse. Le sapin était grand et lumineux, ses branches chargées de décorations que nous avions collectionnées au fil des ans. Chacune avait une histoire, un voyage, une étape importante, une promesse faite et peut-être rompue. Je fixais l'étoile dorée en haut, celle qu'Adriana avait insisté pour acheter, même si elle coûtait le double de ce que j'avais prévu de dépenser. J'avais dit oui parce que je pensais que c'était ça l'amour, dire oui même quand ça fait mal. Mais maintenant, je réalisais que l'amour ne se résumait pas à dire oui. C'était une question de respect. Et ils avaient passé trop de temps à me demander de sacrifier le mien. J'ai décroché le téléphone une dernière fois et j'ai parcouru les appels manqués. Le nom d'Adriana était en haut, son visage me souriant sur la photo de contact qu'elle avait choisie. J'ai laissé mon pouce planer dessus, j'ai ressenti la tentation de la rappeler, de lui expliquer, de négocier, de lui pardonner, mais je ne l'ai pas fait. Au lieu de cela, j'ai appuyé sur le bouton marche arrêt et je l'ai maintenu enfoncé jusqu'à ce que l'écran devienne noir. Plus d'appels, plus de demandes, plus d'urgence. Je me suis adossé au coussin et j'ai laissé le silence s'installer autour de moi. Le soleil perçait à travers les stores, projetant des rayures lumineuses sur le tapis. Je me suis laissé respirer. Vraiment respirer pour la première fois depuis ce qui m'a semblé des années. Je ne les fuyais pas. Je ne me cachais pas. Je restais immobile, les laissant me poursuivre pour une fois. Et peut-être, juste peut-être, c'était le plus beau cadeau que je pouvais m'offrir pour Noël. Sans un appel manqué. Sans une occasion de me choisir moi-même plutôt qu'eux. J'avais répondu à chacun de leurs appels pendant des années. Aujourd'hui, j'avais choisi de ne pas le faire. Le café était déjà froid, mais je m'en fichais. J'avais appris à trouver du réconfort dans le silence et la force tranquille que procurait le fait de me donner enfin la priorité. Et tandis que je regardais les guirlandes de Noël scintiller dans le reflet de l'écran de télévision obscurci, j'ai su que le plus dur était passé. J'avais trouvé ma voie entre leurs appels. Et cette fois, je ne la laisserai pas se taire. Ce n'était pas soudain. Cela se construisait depuis des années. Ces petites fissures qui avaient commencé comme des gerces jusqu'à ce qu'un matin, elles se fendent comme la tranche d'un vieux livre. Je l'avais ressenti dans chaque remerciement qui coulait des lèvres de Lucinda avec une douceur experte. Dans chaque « tu es si généreuse » de la part de Marisol. Dans chaque « nous n'aurions pas pu y arriver sans toi » qu'Adriana exprimait de ses grands yeux suppliants. J'étais devenu leur filet de sécurité. Le plus fiable, le plus silencieux. Si silencieux en fait que même moi, j'ai commencé à croire que ma voix n'avait aucune importance. Tout a commencé, je crois, le premier Noël après notre mariage avec Adriana. Sa famille a loué un chalet, petit à l'époque, et tout le monde a mis la main à la pâte, du moins c'est ce qu'il disait. Je n'y ai pas beaucoup pensé sur le moment. J'étais le nouveau mari, l'impatient. Mais Lucinda est venue me voir, les joues roses de froid, les yeux brillants, et m'a dit « Pourriez-vous payer la compte, jusqu'à ce que les choses se calment après les vacances ?» J'avais souri, car c'est ce que j'ai toujours fait. Et elle a dit « Bien sûr. » Je n'ai jamais revu l'argent. L'année suivante, le chalet était plus grand, les attentes plus élevées. Lucinda avait les larmes aux yeux en me racontant que les enfants méritaient un vrai Noël avec de la neige et tout ce qui l'accompagnait, que Toa avait perdu son emploi et que Ranada était entre deux paix. J'avais hoché la tête, le cœur éponge à leurs histoires, absorbant chaque goutte de culpabilité et de responsabilité jusqu'à ne plus savoir à qui appartenait qui. J'avais payé à nouveau. Personne n'avait proposé de partager. Personne ne m'avait demandé comment j'allais. Et ainsi de suite. Chaque Noël était plus grand, chaque fête plus lumineuse, chaque demande plus audacieuse que la précédente. Je suis devenu celui sur qui ils comptaient tous. L'oncle fiable, le cousin stable, le gendre fiable. J'ai acheté des cadeaux à chaque nièce et neveu. Des cadeaux dont les étiquettes de prix faisaient écarquiller les yeux d'Adriana, mais dont les lèvres se courbaient toujours en un sourire reconnaissant. J'ai payé les forfaits de ski, la location de luge et les courses qui se sont envolées dans la cuisine comme de la fumée. J'ai remboursé 2 fois la carte de crédit de Marisol, car elle essaie de reprendre sa vie en main. La voiture de Lucinda avait besoin de réparation. Alors je m'en suis occupé aussi. Elle avait promis de me rembourser après les fêtes, mais les fêtes étaient passées, et la seule chose qui me revenait était le silence. Quand je demandais pourquoi personne d'autre ne contribuait, Adriana inclinait la tête, l'air doux et condescendant. « C'est toi la stable, disait-elle, comme si cela expliquait tout. C'est pour ça qu'on compte sur toi. »
Stable. Ce mot me serrait la poitrine. Il sonnait si noble, comme un insigne d'honneur. Mais en vérité, stable signifiait silencieux. Stable signifiait pratique. Stable signifiait jetable. J'avais commencé à remarquer les petites façons dont il m'effaçait aussi. Les photos de famille, les discussions de groupe, les projets faits lors des dîners que j'avais payés mais auxquels je n'étais pas invité. Ils tournaient autour de moi, tous, riant, bavardant et préparant des projets pour la famille. J'étais dans la cuisine à remplir des verres ou à débarrasser les assiettes, le bourdonnement de fond de leurs vacances soigneusement préparées. Je me disais que j'en faisais partie parce que j'étais là. Mais je ne l'étais pas. C'était moi qui avais rendu tout cela possible, l'architecte discret de leur Noël parfait. Je me souvenais de la nuit où la voiture de Lucinda était tombée en panne dans l'allée. J'étais au travail tard, comme toujours, et elle avait appelé Adriana en pleurant, expliquant qu'elle n'avait pas les moyens de se faire remorquer, qu'elle ne supportait pas de passer Noël sans une voiture fiable pour emmener les enfants au chalet. Adriana m'a appelé, la voix tremblante, et j'ai dit oui sans même réfléchir. J'ai viré l'argent avant même d'avoir raccroché. De retour à la maison, Lucinda et Adriana étaient dans la cuisine, leur rire bouillonnant comme du champagne. Elles ne m'avaient pas vu. Je me tenais sur le pas de la porte, invisible dans ma propre maison, tandis qu'elles planifiaient leurs vacances parfaites. C'est ce soir-là que j'ai réalisé quelque chose au plus profond de moi. Je n'étais pas de la famille. J'étais la banque. Alors, quand le SMS de Marisol est arrivé la veille de Noël, il n'était vraiment pas là. Oh mon Dieu, notre plan a fonctionné, ça ne m'a pas choqué autant que ça aurait dû. Ça m'a fait mal, bien sûr. La façon dont une coupe fraîche pique au contact de l'air, mais cela ne m'a pas surprise. Je savais au fond de moi que je n'étais invité que pour mon argent. Et il l'avait finalement admis. Debout dans la cuisine silencieuse ce matin-là, le souvenir de tous ces sacrifices discrets pesait sur moi comme un poids. J'ai pensé au pull que Lucinda avait admiré l'année dernière, mais qu'elle ne pouvait se permettre d'acheter. Je l'avais donc commandé et fait livrer à sa porte. J'ai pensé à l'époque où il avait eu besoin d'un prêt pour la compte de son appartement, promettant qu'il le rembourserait avant le nouvel an. J'ai pensé à chaque cadeau, chaque trajet, chaque repas, chaque signe d'approbation silencieux que j'avais adressé tandis qu'ils construisaient leur vie sur les fondations de ma générosité. Et pour la première fois, j'ai ressenti quelque chose que je ne m'étais pas autorisé à ressentir, la colère. Pas celle qui brûle intensément et rapidement, mais celle, lente et délibérée, qui monte avec le temps et s'installe en vous comme une promesse. Je n'allais pas les laisser me faire ça à nouveau. Je n'allais pas les laisser passer un Noël de plus, un sacrifice silencieux de plus sans un règlement de compte. J'ouvris mon ordinateur portable et consultai le tableur. J'avais gardé ma rébellion silencieuse contre le silence. Chaque transaction, chaque réservation, chaque cadeau. J'avais commencé comme un moyen de suivre mes dépenses, mais maintenant, cela ressemblait à une feuille de route de trahison. Je le parcourus, chaque ligne me rappelant les morceaux de moi-même que j'avais donnés. Les chiffres racontaient une histoire qu'ils n'admettraient jamais. Des milliers de dollars en location de chalets, des centaines en courses. Même les petites dépenses s'additionnaient. Cadeaux, dîners, covoiturage, abonnements de streaming qu'ils avaient utilisés à mes frais. Chaque centime dépensé était une goutte d'eau dans l'océan de mon silence, et il était temps de le vider. Je fixai l'écran, le curseur clignotant comme une invitation. Je renommai le fichier « Effacé ». Cela me semblait approprié, car c'était ce que j'avais été pour eux. Un fantôme qui payait leur confort. Un homme qui n'avait plus d'importance jusqu'à ce que la facture de carte de crédit arrive à échéance. Mais cette fois, je n'allais pas disparaître. Cette fois, je les laisserais me voir. Chaque ligne, chaque accusation, chaque service. J'allais leur montrer que le silencieux n'était plus silencieux. J'étais assis dans le salon, les sapins de Noël scintillants projetant des ombres changeantes sur le sol. Seul témoin de ma décision. Il était temps de renverser la situation. Et la première étape était simple, enquêter. Pas le genre d'enquête timide que j'avais toujours menée, posant des questions polies en espérant l'honnêteté, mais le genre qui ne laissait aucun doute. J'ai attrapé mon ordinateur portable, dont l'écran projetait une lueur crue dans la pénombre. La table basse était jonchée de reçus de dîner, de forfaits de ski et des innombrables urgences de Lucinda. Chacun était un fil dans la toile emmêlée qu'ils avaient tissée autour de moi. J'ai d'abord ouvert mon compte Amazon. Adriana et moi partagions les identifiants. Ça avait toujours été plus simple comme ça, du moins c'est ce que je me disais. J'ai cliqué sur l'historique des commandes, m'attendant presque à ne voir rien de plus qu'un article ménager de temps en temps ou un cadeau de Noël de dernière minute.
Au lieu de cela, mon estomac s'est noué lorsque la liste s'est déroulée. Des chaussures de randonnée d'une pointure inconnue, commandées une semaine seulement avant leur départ. 2 paires de sous-vêtements thermiques ajoutés à ma carte, livrés à leur chalet. Mon nom était sur chaque reçu. Mon cœur battait fort. Chacune d'elles me faisait monter la colère. Des chaussures de randonnée, des sous-vêtements thermiques. Des choses que je n'avais jamais vues, dont je n'avais même jamais entendu parler. Des choses qu'ils achetaient sous couvert de besoins familiaux, mais qui, apparemment, étaient juste pratiques pour me les faire payer. J'ai ouvert l'onglet suivant, mon application de livraison de courses. Les commandes du compte de Lucinda ont immédiatement sauté aux yeux, mais les détails de paiement m'ont figé. Ma carte à chaque fois, les produits frais, le fromage artisanal, le jambon des fêtes qui ornaient probablement leur table pendant que j'étais seul chez moi. Ma générosité était désormais la chute de leur conversation secrète. J'ai parcouru les factures, la mâchoire serrée. Chacun de ces messages me faisait l'effet d'une blessure, un rappel de chaque fois qu'ils m'avaient regardé droit dans les yeux et m'avaient remercié d'être si fiable, de toujours prendre soin de la famille. Je n'avais pas seulement financé leur voyage de Noël. J'avais financé leur quotidien, facilité par ma volonté d'être leur bienfaiteur silencieux. Uber était le suivant. J'avais le souffle coupé en lisant les confirmations que chacun d'eux m'envoyait. Julien, le petit ami que j'avais rencontré 2 fois, avait utilisé mon compte pour une prise en charge à l'aéroport. Pas une, mais 2 fois. Merci encore, mec, avait dit son message, comme si je lui avais proposé de le conduire moi-même. J'ai senti la colère se transformer en une colère glaciale. J'avais été l'idiot qui leur avait fait confiance, la cible facile. Mais plus maintenant. J'ai ouvert le dossier, effacé, sur mon bureau. Et j'ai commencé à y glisser chaque capture d'écran, les reçus Amazon, les commandes de courses, les courses Uber, chacune documentée avec horodatage, date et montant. J'ai cliqué sur le forfait de location de ski d'Adriana, celui dont je n'avais jamais entendu parler. 1780 $ à Aspen. Ma carte, ma générosité, mon nom. J'ai fait une capture d'écran et je l'ai rangée. Les lumières du sapin clignotaient comme des applaudissements, leurs minuscules ampoules se moquant du drame silencieux qui se déroulait. Je me suis passé la main dans les cheveux, la tension dans mes épaules cédant la place à une détermination que je n'avais jamais ressentie auparavant. Pendant des années, j'ai joué le rôle qu'ils avaient écrit pour moi. La personne stable, celle qui ne disait jamais non, celle qui rendait tout possible. Je croyais que c'était ça l'amour. Je croyais que c'était ça la famille. Je me suis adossé, l'écran de l'ordinateur illuminant les rides de lassitude de mon visage. Je me suis souvenu de chaque fois qu'Adriana s'était tournée vers moi avec ses grands yeux tristes et avait murmuré « Ils ont besoin d'eux. » Non, pas seulement de moi, de nous. Mais ce n'était jamais vraiment nous, n'est-ce pas? C'était moi. Mon compte en banque, mon temps, ma générosité. Un texto est arrivé, brisant ce silence pesant. C'était encore Adriana. Répondez, s'il vous plaît. Nous devons parler. Je l'ai ignoré, faisant glisser la notification de l'écran comme une poubelle. Elle avait dit, nous devons parler. Mais cela n'avait jamais été nous quand ils ont fait les plans, quand ils ont divisé les avantages, quand ils ont glissé par la porte sans moi. J'ai regardé l'arbre, ses ornements reflétant de minuscules éclats de lumière comme des promesses brisées. Je l'ai décoré seul, comme j'avais acheté chaque cadeau qu'ils avaient laissé. J'ai pensé à la valise encore près de la porte d'entrée, sa fermeture éclair, attendant un voyage qui n'arriverait jamais. Cette valise me semblait, pleine de bonnes intentions, zippée, réservée. J'ai ouvert un nouveau brouillon par email, adressé à moi-même. Sujet, preuve. J'ai joint chaque capture d'écran, chaque reçu, chaque élément de preuve. Je voulais un record qui ne pouvait pas être effacé. Quelque chose pour me rappeler que je ne l'avais pas imaginé, que j'avais été utilisé, que mon silence avait été un cadeau qu'ils avaient confondu avec la faiblesse. Alors que le fichier était téléchargé, je laissais échapper une respiration lente. Je n'avais pas l'intention de le renvoyer. Pas encore. Mais j'avais besoin de savoir que j'avais le pouvoir de les montrer, de les affronter. Pour l'instant, c'était suffisant pour l'avoir. Mon arsenal silencieux. Je me suis assis sur ma chaise et j'ai regardé les lumières de Noël. Le rythme clignotant d'un étrange confort dans l'obscurité. La colère n'a plus brûlé. Il s'est installé dans une poux froide et régulière dans ma poitrine. J'avais été le généreux, le calme, l'homme d'arrière-plan de leur film de vacances. Mais j'avais fini de jouer ce rôle. J'ai pensé au texte de Marisol. Notre plan a fonctionné.
Je me demandais si elle avait ri quand elle l'avait envoyé. Je me demandais s'ils avaient tous ri quand ils m'ont laissé derrière moi. L'image de leur rire a déclenché un autre type de flamme en moi, qui a refusé d'être étouffé. J'avais toujours cru que le silence était de la force. Maintenant, j'ai compris que c'était une complicité. Je les laisserai m'écrire de l'histoire qu'ils racontaient. Celui où je n'étais que la banquerolle, la note de bas de page, le guichet automatique fiable. Mais cette année, je n'allais plus rester silencieux. J'ai fermé l'ordinateur portable, l'écran devenant sombre, mon reflet me regardant du verre. J'avais l'air fatigué, mais j'avais aussi l'air ininterrompu, et c'était suffisant pour me faire position. J'ai quitté le salon, à chaque étape plus lourd que le dernier, mon esprit sortant avec des plans. Il y aurait plus d'étapes, plus de couches pour décoller, plus de vérité à révéler. Mais je n'avais plus peur. Je n'allais pas être effacé. J'allais être vu. J'ai décollé les lumières de Noël et laissé la maison s'installer dans l'obscurité. Demain viendrait, et quand c'était le cas, je serais prêt. Je me suis penché en arrière sur ma chaise et j'ai regardé l'onglet du navigateur sur le compte Spotify d'Adriana. C'était comme une trahison que j'avais laissé cette porte ouverte, même après tout ce qu'elle avait fait. Mais maintenant, j'en ai été reconnaissant. Le plan premium, celui que j'ai payé depuis toutes ces années, se souvenait encore de sa connexion et à travers que je pouvais voir son dernier emplacement connu. Aspenhirt, 19h, la salle de bois. Cela ressemblait au genre d'endroit que sa famille aimerait. Tout le charme rustique et le vin trop cher, où les serveurs portaient des chemises blanches et des sourires polis, et le projet de loi est venu avec une petite enveloppe discrète, la toile de fond parfaite pour qu'elle tôt leur succès. Mon échec. J'ai regardé l'adresse, mémorisant le nom du restaurant, le temps de réservation, la cursive fantaisie de la salle de bois. C'est là qu'ils seraient, célébrant le Noël de leur rêve de cabine sans l'homme qui l'a payé. J'avais vu les frais sur ma carte de crédit, les passes de ski et les nouvelles bottes, l'épicerie livrée directement à leur porte. Mais ce dîner, c'était différent. C'était le moment où ils élevaient leurs lunettes et toastaient leur plan. Le plan qui a fonctionné. J'ai ouvert un nouvel onglet et réservé une table à Aspenhirt. 1 heure avant la leur. Je voulais du temps pour m'asseoir là, regarder l'horloge baisser, pour laisser le silence de la pièce s'installer sur moi avant la tempête. Quand j'ai pressé confirme, un petit sourire tira au coin de mes lèvres. La réservation était en mon nom, payée avec ma carte. C'était approprié. Je me suis habillé soigneusement ce soir-là. Chemise pressée, costume sombre. Taille au chat parfaitement. Pas pour eux, pour moi. Pour chaque année, je me suis assis en arrière-plan. Chaque fête que j'avais financée mais que je n'avais jamais fait partie. J'avais toujours cru à la présence, et ce soir, je me présenterai à mes conditions. J'ai passé un peigne dans mes cheveux, j'ai redressé mes poignets et j'ai attrapé le dossier que j'ai préparé. Capture d'écran de chaque transaction, chaque reçu, chaque moment volé. Je l'ai glissé dans mon sac d'ordinateur portable et je l'ai jeté sur mon épaule. Le trajet vers Aspenhirt a été court. Les montagnes brillaient dans le crépuscule décoloré, la neige reflétant les derniers indices de rose et d'or. Je me suis garé dans le lot, prenant un moment pour respirer. Mes mains agrippaient le volant, les jointures blanches. Je pouvais presque entendre le rire de Lucinda, la façon dont elle avait toujours rejeté la tête comme si elle auditionnait pour un film de Noël. Je pouvais voir le sourire serré d'Adriana, la façon dont elle me serrait le bras au dîner de famille pour montrer à tout le monde à quel point elle avait de la chance de m'avoir. Chanceux. À l'intérieur du restaurant, la salle de bois sentait le bois de cèdre et la viande rôtie. Un feu crépitait dans un grand foyer en pierre, la bûche se déplaçant et stimulant. Ma table était près de la fenêtre, assez loin de la salle à manger principale que je pouvais voir mais ne pas être vu. J'ai commandé un verre et ouvert mon ordinateur portable, arrangeant le dossier à côté comme un bouclier. La pièce se remplit lentement. Couple en veste de ski, famille avec des enfants fatigués, quelques hommes d'affaires avec 2 rires bruyants. À exactement 19h, je les ai vus. Adriana, Lucinda, Thomas, Ranada, Félix, Marisol et même Julien. Ils se sont précipités dans le restaurant dans une rafale de manteaux de créateurs et de rires, le genre qui m'a gratté les nerfs comme du papier de verre. Ils s'arrêtaient au stand de l'hôte, souriant, joues roses du froid et de la lueur de leur succès. L'hôte les a conduits devant ma table, leurs yeux glissant sûrs. Moi comme si je faisais partie des meubles. Le regard d'Adriana a parcouru mon visage, et pour une fraction de seconde, son sourire vacilla. Elle savait. Je les ai regardés s'installer à leur table, les menus s'ouvrant comme des rideaux de scène. J'ai attendu, laisse-les se mettre à l'aise,
laisser-les penser qu'ils avaient gagné. Je pouvais presque entendre la voix de Marisol. Il n'est vraiment pas là. Et l'amertume s'est installée dans mon intestin comme l'acier froid. J'ai fermé mon ordinateur portable, je me suis tenu et j'ai marché vers eux. Mon cœur a battu stable, fort. Chaque étape ressemblait à la justice. Quand j'ai atteint leur table, Lucinda était à mi-chemin, elle pour se faire face à une arme sur son assiette. Elle se figea. Les autres ont suivi, le silence se propageant comme une infection. Les yeux d'Adriana s'écarquillèrent, ses lèvres se séparant comme si elle avait répété une centaine d'excuses, mais n'a pas trouvé une seule pour s'adapter au moment. En fait, dis-je, ma voix calme, mesurée. Cette réservation est sous mon nom. J'ai placé une main sur le dos d'une chaise vide. Vous êtes invité à vous asseoir, mais j'aimerais vous guider à travers le reçu. Un silence est tombé sur la table. La salle de bois semblait retenir son souffle. Même le feu créait un peu plus silencieux. J'ai ouvert mon ordinateur portable en le faisant glisser sur la table avec un clic doux qui ressemblait à un coup de marteau. Je l'ai ouvert et je l'ai tourné pour les faire face, l'écran brillant avec les rangées soignées de reçus et de captures d'écran. Airbnb ma carte, 12 500 $. Time estampé de confirmation de remboursement. Bottes de randonnée Amazon, usure thermique, épicerie, toutes chargées sur ma carte. PQPS Uber pour les personnes que je connaissais à peine. Location de ski à Aspen. Le nom d'Adriana, ma carte. Je les laisse voir tout. Aucune explication, pas de clause de non-responsabilité, juste la vérité posée à nu, froide et inflexible. Le visage d'Adriana drainé de couleur. La fourche de Lucinda trembla dans sa main. Marisol ouvrit la bouche, la ferma. Même Thomas, toujours le plus bruyant au dîner de famille, était assis silencieux, ses yeux se précipitant entre l'écran et mon visage. Puis j'ai appuyé sur le jeu sur le haut-parleur. J'ai apporté un petit appareil Bluetooth qui s'est connecté à mon téléphone. La voix d'Adriana a rempli l'air, ses rires cassants et familiers. Il a l'habitude d'être laissé de côté. Il ne remarquera pas. Les mots ont atterri comme des coups de poing. La table se rétrécit sur elle-même. Chaque œil fixé à l'écran. Personne n'a parlé. Personne n'a ri. Je me redressai, plaçant une carte de visite blanche croquante au centre de la table. Ce dîner a été payé par celui que vous avez laissé. Je les ai regardés, les mains tremblantes d'Adriana, les yeux de Lucinda humides, les lèvres de Marisol se pressaient. J'ai jeté un dernier coup d'œil, mémorisant leur visage, la forme de leur culpabilité. Puis je me suis retourné et je suis sorti. L'air à l'extérieur m'a mordu le visage, mais je n'ai pas ressenti le froid. Je me sentais plus léger que je ne l'avais fait depuis des années. Je pouvais encore entendre la voix d'Adriana dans ma tête, ce rire fragile, l'écho de chaque fois qu'elle s'était appuyée sur moi. Mais ce soir, je me tenais au sol. Ce soir, je me suis assuré qu'ils m'ont vu. M'a vraiment vu. Et comme je me dirigeais vers ma voiture, j'ai ressenti autre chose. Une sorte de paix qui n'avait rien à voir avec le pardon. La lueur de la salle de bois s'estompa derrière moi. Un mensonge chaleureux que j'avais laissé pour compte. Pour la première fois depuis des années, je me sentais libre. Je suis parti de Aspen-Hirt, la lueur chaude de la salle de bois en retenue dans mon rétroviseur comme un feu que j'avais finalement éteint. La route se tordit à travers des pins enneigés, les phares sculptant des tunnels de blanc dans l'obscurité. Chaque mile se sentait comme un mile de l'homme dans lequel il m'avait modelé. Le fournisseur silencieux, le guichet automatique, celui qui n'avait jamais osé riposter. Ce soir, je leur ai montré les reçus. Je leur avais montré leurs mots, joué leurs rires. J'avais regardé leurs visages s'écouler de couleurs, leurs excuses mourant sur leurs lèvres. Mais le combat n'était pas terminé. Il y avait encore un dernier élément de preuve que je devais m'allonger devant eux. Un dernier fil qui lirait leur trahison dans ses propres mots. De retour chez moi, j'ai garé la voiture dans l'allée et je me suis assis un instant dans le silence qui a suivi. Les lumières de Noël se signaient toujours le long de l'avant-toit. Une série de mensonges qui ressemblaient maintenant à une blague cruelle. Je suis sorti et je suis entré à l'intérieur, l'air épais avec le péché des aiguilles de pin et de vieux souvenirs. L'arbre se tenait dans le coin, des ornements brillants comme de minuscules accomplis à la famille que j'ai essayé si fort pour plaire. Je suis allé à mon ordinateur portable et j'ai ouvert le dossier que j'avais étiqueté et effacé. Chaque reçu, chaque charge, chaque capture d'écran me regardait depuis l'écran. Un enregistrement de la générosité qu'ils avaient confondu avec la faiblesse. J'ai parcouru les charges d'Amazon, les manèges Uber, la réservation d'Airbnb,
et j'ai fait une pause sur un petit fichier marqué vocal marqué. C'était un enregistrement que je suis tombé sur des semaines plus tôt, enterré dans les profondeurs de la sauvegarde du téléphone d'Adriana. Je n'avais pas voulu le trouver. J'avais cherché une vieille liste d'épiceries qu'elle m'avait demandé de réorganiser, mais j'ai trouvé sa voix. Doux, conspirateur, dégoulinant de condescendance. Il a l'habitude d'être laissé de côté. Il ne remarquera pas. Je l'écouterai encore et encore comme un masoche teste les limites de son seuil de douleur. Chaque fois, les mots frappent plus fort. La vérité, je n'avais pas été incluse. J'avais été toléré, un moyen de parvenir à une fin. Leur rire a été les applaudissements qui ont suivi toutes les performances que je leur ai données. Chaque Noël que j'avais financé, chaque dîner que j'avais payé. Maintenant, j'ai remonté le fichier et j'ai frappé la lecture. Le son résonnant à travers mon petit salon. La voix d'Adriana a rempli l'air, ce rire fragile tranchant à travers le silence comme un scalpel. Il a l'habitude d'être laissé de côté. Il ne remarquera pas. Je me suis assis là, la lueur de l'écran me peignant dans une lumière froide. Je les laisserai s'en tirer trop longtemps. J'avais accepté mon rôle de mari en arrière-plan. Le bienfaiteur de la famille, le silencieux. Mais ce soir, ce rôle était mort. Je voulais qu'ils ressentent ce que je ressentais. Exclu, trahi, effacé. J'ai téléchargé l'enregistrement sur un petit haut-parleur Bluetooth, l'un de ces cylindres noirs élégants qu'Adriana avait insisté pour acheter pour des rassemblements de famille. L'ironie n'a pas été perdue pour moi. J'ai chargé la batterie, je l'ai mise sur la table de la salle à manger et j'ai laissé la boucle de mémo vocale, les mots répétant comme une confession. Ensuite, j'ai emballé les reçus, le dossier, les captures d'écran, les emails et les ai soigneusement glissés dans mon sac d'ordinateur portable. Mes mains se sont déplacées avec un but constant que je n'avais pas ressenti depuis des années. Je n'avais plus peur de leurs opinions, de leurs larmes, de leurs excuses. J'avais fini d'être le calme qui a nettoyé leur messe. Je suis revenu à la salle des bois, mais pas en tant que client. Je suis allé en arrière, le froid s'infiltre à travers mon manteau et dans mes os. J'ai trouvé une sortie discrète, une de ces portes du personnel qui s'ouvrent dans le couloir menant à la salle à manger principale. J'ai attendu jusqu'au bon moment jusqu'à ce que je puisse voir leur table à travers la fenêtre en verre dans la porte, la même table que je les avais confrontés 1 heure plus tôt. Ils étaient tous là. Adriana, Lucinda, Marisol, Thomas, Renata, Félix, même Julien. Leur tête était un peu basse, des voix étouffées. Je commence nerveusement. Je pouvais voir la tension dans l'expression d'Adriana, l'inquiétude dans la bouche serrée de Marisol. Je me demandais quelles excuses ils tissaient maintenant. Quelles histoires ils se racontent de faire de ma colère le méchant dans leur récit. J'ai poussé la porte ouverte et je suis entré à l'intérieur. Mes chaussures résonnaient sur les planchers en bois poli, le son vif et délibéré. Les têtes se tournèrent, Fork s'arrêta en plein air. Les yeux d'Adriana s'éloignaient, sa main tremblant contre son verre à vin. Je place le haut-parleur Bluetooth sur leur table, le petit cylindre noir fredonnant avec le poids de tout ce que j'avais transporté en silence. J'ai pressé le jeu. Il a l'habitude d'être laissé de côté. Il ne remarquera pas. La voix d'Adriana a tranché dans la salle des bois, chaque syllabe est clou dans le cercueil de leur tromperie. La table se tait, l'air épais de honte et d'incrédulité. Il a l'habitude d'être laissé de côté. Il ne remarquera plus. Les mots se sont répandus, imparables maintenant. J'ai regardé Lucinda tressaillir. Thomas shift inconfortablement, le visage de Marisol pâle. Les yeux d'Adriana scintillaient, mais aucune larme ne tomba. Je n'ai pas dit un mot. Je laisse le mémo vocal parler. J'ai laissé les reçus dire la vérité qu'ils ont si fort enterrée. Pour chaque fois qu'ils m'ont effacé, chaque fois qu'ils riaient de mes dépens, chaque fois qu'ils s'appuyaient sur ma générosité comme si c'était leur droit d'aînesse, je les laisse entendre. J'ai atteint mon sac et j'ai sorti le dossier, en le plaçant sur la table comme un jugement final. « C'est pour vous » dis-je, ma voix calme, résolue. Chaque mensonge, chaque dollar volé, chaque trahison. Considérez-le comme un cadeau. Adriana la tendit la main, mais sa main trembla. Je me suis détourné avant qu'elle ne puisse parler, laissant leur table un lavage dans la lueur froide de leur propre culpabilité. Alors que je sortais, la chaleur de la salle de bois a pressé contre mon dos, mais je ne ressentais aucune tentation de rester. À l'extérieur, l'air nocturne était net et clair. Chaque respiration rappelle que j'étais libre maintenant. Sans leurs attentes, leurs manipulations, leurs exigences sans fin. J'avais parlé de ma paix, présenté mes preuves. Je laisserai le silence faire le reste.
Et en atteignant ma voiture et en regardant en arrière une dernière fois à la lueur de la salle du bois, je savais que l'histoire qu'ils avaient écrite pour moi était terminée. Le chapitre suivant était le mien pour écrire, et il commencerait par une seule vérité. Je n'étais plus silencieux. Au moment où le soleil s'est levé le lendemain matin, le monde avait déjà commencé à changer. Ça a commencé lentement. Une ondulation à la surface d'un lac calme. Mais à midi, c'était une tempête à part entière. Je me suis assis à ma table de cuisine, la même table qui avait porté le poids des dîners de Noël et des fêtes d'anniversaire. Mais aujourd'hui, il portait autre chose. La lueur de mon écran d'ordinateur portable, le fil que j'avais commencé à partager. Ce n'était pas élaboré, juste un simple fil sur une plateforme de médias sociaux populaires. Une seule phrase, ils sont partis pour le grand voyage en famille pour les voitures. 17 personnes, pas d'invitation pour moi. Ensuite, je joindrai des captures d'écran. Airbnb, Amazon, Uber, épicerie, The Voice Memo d'Adriana. Chaque image, un seul pixel dans le portrait de la trahison qu'ils avaient peint au fil des ans. Le fil a décollé plus vite que je m'attendais. 100 likes dans la première heure, puis 1000, puis 10 000. Les commentaires ont été inondés, certains offrant une solidarité, d'autres partageant leurs propres histoires d'être l'arrière-plan, le silencieux, le généreux. Un étranger a écrit. Je pensais que c'était juste moi. Un autre. Ils ont volé votre voix, mais vous l'avez repris. Je me suis assis là en lisant chaque commentaire, chacun comme une main sur mon épaule. Je n'avais pas demandé de mouvement, mais il se formait de toute façon. Les gens partageaient, republiaient, parlaient à leurs amis. Je ne voulais pas de gloire, juste la vérité à voir. Mais parfois, la vérité est plus puissante que toute intention. Une notification à Pingé. Un message de la nièce de Lucinda Abbey. Nous ne nous sommes rencontrés qu'une seule fois lors d'un dîner de vacances où j'ai apporté une tarte que personne n'a touchée. Elle s'était assise à côté de moi et m'a parlé de ses cours d'art, de ses rêves d'étudier à l'étranger. Maintenant, son message clignait des yeux sur mon écran. Je ne savais pas que tu ne venais pas. Je pensais que tu venais de sauter. Ces mots ont piqué parce que j'ai réalisé à quel point ils avaient tous cru tous les abandonner, mais je n'avais abandonné personne. J'avais été effacé. Message Julien aussi. Je pensais que tu détestais les voyages de Noël. C'est ce qu'Adriana m'a dit. La colère se leva dans ma poitrine comme une marée. Ils avaient réécrit mon histoire avant même d'avoir eu la chance de le vivre. Mais le plus gros choc est venu sous la forme d'un email d'un cabinet d'avocats. La ligne d'objet était froide et clinique concernant la demande de prestations d'assurance étendue. Je l'ai ouvert avec des mains tremblantes. Adriana avait utilisé mes coordonnées personnelles, mon numéro de sécurité sociale, mes dossiers médicaux pour demander des prestations d'assurance étendues par le biais de son employeur. Fraude. Les mots m'ont coupé comme une lame. Elle avait pris non seulement ma générosité, mais mon identité. J'ai lu l'email 3 fois. Les paroles de l'avocat se brouillant dans mon esprit. Nous nécessitons des éclaircissements sur votre consentement pour cette application. Consentement, je ne l'avais pas donné. Je lui ai donné. Tout le reste, mais pas ça. La réalisation m'a frappé fort. Elle avait toujours supposé que je ne riposterais pas. Elle comptait sur mon silence. Je me suis penché en arrière sur ma chaise, le soleil du matin brillant sur la tasse de café que je n'avais pas touchée. Mon téléphone a vibré sur la table. Plus d'appels, plus de messages. Adriana, Lucinda, Marisol. Je les laisse sonner. Le son n'était rien maintenant, juste du bruit dans une vie qui était trop pleine de son bruit depuis trop longtemps. J'ai recommencé le fil et tapé un nouveau message. Je n'ai jamais voulu que ce soit public. Mais parfois, vous devez partager la vérité pour survivre. À tous ceux qui ont déjà été effacés par les gens que vous aimez, vous n'êtes pas seul et vous n'êtes pas le problème. Les goûts ont doublé, les actions ont triplé. Les gens m'envoyaient des messages de partout, des étrangers qui se sont vus dans mon histoire. Je n'avais pas décidé de commencer un mouvement, mais c'est peut-être ainsi que les mouvements commencent toujours par une voix refusant de se taire. Un média l'a récupéré ensuite. La famille de l'homme le laisse hors du voyage de Noël. Ses reçus deviennent viraux. Le titre m'a fait rire, un son amer dans ma gorge. Ils ont fait bouillir ma vie à un titre, mais au moins maintenant, l'histoire était la mienne. J'ai lu l'article, mes propres mots me regardant. Le journaliste avait cité mon fil, partagé les captures d'écran, comprenait même un extrait de la mémo vocale. Il a l'habitude d'être laissé de côté. Il ne remarquera pas. Ces mots étaient maintenant une arme entre mes mains, tournée vers l'extérieur pour que le monde puisse le voir. J'ai parcouru l'article.
Les commentaires, un mélange de soutien et d'indignation. Certains m'appellent un héros, d'autres m'appellent mesquin, mais je m'en fichais. Je n'avais pas fait ça pour eux. J'avais fait ça pour moi. Pour l'homme qui était resté silencieux depuis trop longtemps. Un autre ping, un message de l'espace de co-travail que j'avais commencé à louer au centre-ville, celui que j'avais nommé non inclus. C'était censé être un endroit calme pour les pigistes, un espace pour reconstruire après des années à éclipser. Mais maintenant c'était plus que ça. Les gens voulaient savoir s'ils pouvaient rejoindre, s'ils pouvaient partager leurs propres histoires d'être exclus. La boîte de réception remplie de noms que je n'avais jamais vus, mais leurs histoires étaient familières. J'ai pensé au panneau que j'avais accroché derrière la réception à non inclus. Un cadre avec le message de Marisol. Il n'est vraiment pas là. OMG, notre plan a fonctionné en dessous en lettres simples. Et maintenant je le suis. C'était bien, comme une promesse tenue. La salle de bois était derrière moi maintenant. L'homme que j'étais dans ce restaurant était donc dans ce restaurant. Ordinateur portable ouvert, voix tremblante avec le poids de tout ce qu'il avait gardé caché. Cet homme était toujours là, mais il changeait. Le silence avait été leur arme. Maintenant c'était le mien. J'ai fermé l'ordinateur portable et je me suis tenu, étirant mes bras au plafond. La maison était différente, plus légère, en quelque sorte, comme si elle avait perdu une peau que je ne savais pas qu'elle portait. Je me dirigeai vers la fenêtre, le soleil d'hiver peignant l'or sur la neige. Mon reflet m'a regardé, et pour la première fois depuis des années, j'ai vu quelqu'un que j'ai reconnu, quelqu'un qui n'avait pas peur de riposter. Le téléphone a sonné, à nouveau. Le nom d'Adriana a illuminé l'écran, le même nom qui avait autrefois tout signifié. Je l'ai laissé sonner. Sa voix pouvait attendre. Mon histoire venait de commencer. Je n'ai jamais voulu de gloire. Je ne l'ai jamais envie ni chassée, mais je voulais que la vérité soit connue. Ma vérité, celle qu'ils ont essayé si fort d'enterrer sous des dîners polis, des courses volées et des remerciements qui vous semblaient plus que je vous devais qu'une véritable gratitude. Après que l'histoire soit devenue virale, l'attention est venue, les messages et les interviews et les offres. C'était écrasant, mais c'était aussi libérateur. Les gens que je n'avais jamais rencontrés partageaient leurs propres histoires avec moi. Des étrangers qui avaient été l'arrière-plan, le calme, le guichet automatique pour les familles qui ne les ont jamais considérés comme un portefeuille. Chaque message ressemblait à une bouée de sauvetage, un rappel que je n'étais pas seul. Mais je connaissais le risque. J'avais passé toute ma vie à être la fiable, la silencieuse. Maintenant, avec mon histoire là-bas, je deviendrais un symbole pour les personnes qui avaient été effacées. Les médias voulaient que je me lance devant la caméra pour parler de la trahison et des reçus dans l'épreuve de force de la table du dîner. Ils voulaient le visage du calme qui s'était finalement parlé. Mais je n'étais pas prêt pour ça. Je n'étais pas prêt à les laisser tordre mon histoire en un titre qui n'a dit que la moitié de la vérité. J'ai donc pris une décision. J'ai accepté de concéder en licence l'histoire à une plateforme de contenu, spécialisée dans le fait de donner une voix aux gens sans enlever leur contrôle. Mais j'ai insisté sur une règle, l'anonymat. Pas de visage, pas de nom, juste l'histoire. Mon histoire racontée dans mes propres mots. L'éditeur a accepté, sa voix chaleureuse et compréhensive au téléphone. Votre histoire compte, a-t-elle dit. Nous le protégerons. C'était tout ce dont j'avais besoin. Le morceau a été mis en ligne le lendemain. L'homme qui a payé le Noël de tout le monde et a été laissé pour compte. Le titre m'a fait sourire, à droite et un peu triste, mais c'était honnête. L'article était brut, plein des captures d'écran que j'avais prises et la mémo vocale d'Adriana. Cela s'est terminé avec mes propres mots. Parfois, le calme est celui qui regarde depuis le début. La réponse a été immédiate. Les messages ont été inondés de personnes du monde entier. Chacun a un fil dans la tapisserie de la trahison et de la résilience. Certains m'ont remercié de leur avoir donné du courage de se lever pour eux-mêmes. D'autres ont partagé leur propre chagrin, les moments qu'ils avaient payés pour tout et ne lui restait rien. Quelques-uns m'ont même dit qu'ils changeaient leur propre vie, s'éloignaient des gens qui avaient trop pris trop longtemps. J'ai lu chaque message, même ceux qui ont fait mal à la poitrine. J'ai réalisé que mon histoire était devenue quelque chose de plus grand que moi. C'était devenu un miroir pour chaque personne qui s'était sentie comme celle invisible à la table. Je n'avais pas voulu être un mouvement. Mais parfois, les mouvements commencent par une seule voix refusant de rester silencieuse. C'est pourquoi j'ai commencé à ne pas inclure. C'était juste une idée au début gribouillée dans les marges d'un cahier taché de café. Mais il est devenu quelque chose de réel. Un espace de co-travail. Au centre-ville construit pour des gens comme moi.
Les gens qui avaient été effacés, ignorés, sous-évalués. Un endroit où les calculs pouvaient trouver leur voie. Où personne n'a été laissé pour compte. J'ai loué un petit espace de soleil au 2e étage d'un vieux bâtiment en briques avec de grandes fenêtres qui permettent à la lumière de se détendre. Je l'ai rempli de chaises dépareillées et de bureaux robustes, d'occasion mais solides, et j'ai peint les murs avec des couleurs douces et chaudes. Je voulais que cela se sente comme un refuge, un endroit où les gens pouvaient respirer. Sur le mur derrière la réception, j'ai accroché le cadre que j'avais emporté avec moi depuis cette nuit dans la salle de bois. À l'intérieur, il y avait le texte de Marisol. Il n'est vraiment pas là. OMG, notre plan a fonctionné. Je voulais que chaque personne qui traversait cette porte pour voir ces mots et sache que personne ne les effacerait ici. Sous le cadre, j'ai ajouté une petite plaque. Et maintenant je le suis. Le premier jour, j'ai ouvert les portes et j'ai attendu. Je ne savais pas si quelqu'un viendrait, mais ils l'ont fait. Écrivains, concepteurs, pigistes, personnes qui avaient été mises de côté par leur famille ou leurs entreprises ou le monde. Ils sont venus avec leurs ordinateurs portables et leurs cahiers et leurs rêves. Certains d'entre eux ont partagé leurs histoires avec moi. D'autres se sont assis dans le travail silencieux. Chacun d'eux comptait. Un après-midi, une jeune femme nommée Jess est entrée. Elle avait lu mon histoire et m'a dit qu'elle avait passé des années à soutenir ses frères et sœurs après la mort de leurs parents. Ils avaient déménagé, construit des familles, mais elle remboursait toujours leurs dettes. Je n'ai jamais pensé que je pouvais dire non. Chuchota-t-elle, se déchire dans les yeux. J'ai hoché la tête parce que je savais. Je lui ai offert un siège et un café et un endroit pour appartenir. Chaque jour, plus de gens venaient. Non inclus n'était pas seulement un espace de co-travail. C'était une communauté, un refuge sûr, une révolution tranquille contre le genre d'effacement que j'avais vécu. J'ai pensé à Lucinda et Adriana et tous les autres qui s'attendaient à ce que je reste silencieux. Je me demandais s'ils avaient vu l'article, s'ils avaient lu les messages, s'ils avaient réalisé que l'homme qu'ils avaient laissé derrière lui avait trouvé un moyen de se tenir debout. Je n'avais plus besoin de leurs excuses. Je n'avais pas besoin de leur validation. J'avais ma propre histoire maintenant. Et je n'avais pas peur de le dire. Je n'étais pas le fond. Je n'étais pas le guichet automatique. Je n'étais pas le silencieux. J'étais l'homme qui a transformé leur plan en mon pouvoir. L'homme qui a construit quelque chose des cendres de leur trahison. L'homme qui a refusé d'être effacé. Alors que je m'asseyais dans la salle du soleil, entouré par le bourdonnement silencieux des claviers et le faible murmure de voix, je ressentais un morceau que je ne connaissais pas depuis des années. Le passé faisait toujours mal, mais il ne m'a plus défini. Une brise douce dériva par la fenêtre ouverte, remuant les bords du message de Marisol dans son cadre. J'ai tendu la main et touché le verre, mon reflet me regardant, fatigué, mais plus fort. J'ai chuchoté, et maintenant je le suis. Et à ce moment-là, je savais que je n'étais pas seul. J'ai envoyé une carte cette année-là, une seule. Pas de ruban, pas d'autocollant festif, pas de message de vacances chaleureux. Une simple enveloppe blanche adressée à Lucinda et Adriana. À l'intérieur, j'ai placé une photo de moi-même debout devant un panneau noté. Aucune légende, aucune explication, juste la vérité. J'avais construit quelque chose à partir de l'épave qu'ils m'avaient laissée. J'avais transformé leur trahison en une maison pour des personnes qui avaient été mises de côté. Nichée à l'intérieur était une seule note collante, petite mais puissante. Écrit dans mon écriture propre et délibérée étaient les mots qui m'avaient pris des années pour apprendre à dire. La prochaine fois, payez vos propres vacances. J'ai scellé l'enveloppe et l'ai laissée tomber dans la boîte aux lettres, laissant le vent froid attraper mon manteau. Je me tenais là un instant, en regardant la camionnette du facteur disparaître dans la rue, ressentant une satisfaction tranquille que je ne connaissais pas depuis des années. Ils ont essayé de m'appeler dramatique. Ils ont essayé de me peindre comme le problème, mais chaque capture d'écran, chaque reçu, chaque mémo vocal a raconté une histoire différente, mon histoire, et ils n'ont pas pu la réécrire cette fois. Quelques jours plus tard, leur avocat m'a envoyé une lettre de cesser et de s'abstenir. Je m'attendais à ça. Je me suis assis à ma table de cuisine en lisant la menace soigneusement formulée, une tentative de me faire peur dans le silence. J'ai souri en le lisant, sachant qu'il pensait toujours que j'étais l'homme qui avalerait tout simplement. J'ai rédigé une réponse aussi calme et précise qu'un scalpel. La découverte comprend des mémos vocaux, des captures d'écran et des dossiers financiers. Continuez si vous le souhaitez. J'ai appuyé sur Send, puis j'ai bloqué chacun de leurs chiffres. Le silence qui a suivi n'était pas vide. C'était puissant.
Ce n'était pas le genre de silence qui m'a laissé invisible. C'est le genre qui les a laissés incapables de me joindre, incapables de façonner mon histoire plus longtemps. Ce Noël, la maison était différente. L'arbre se tenait toujours dans le coin, mais ses lumières brillaient juste pour moi maintenant. Les cadeaux en dessous étaient pour les gens qui avaient gagné mon amour, pas ceux qui l'exigeaient. Et alors que je m'asseyais près de la fenêtre avec une tasse de café, en regardant le monde passer, j'ai réalisé que je n'étais plus le fond. J'avais été effacé une fois, mais je m'étais réécrit dans ma propre histoire. Maintenant, il passait devant, non inclus, voyait le signe et savait exactement à qui il appartenait. Mais ils ne seraient pas les bienvenus. Plus maintenant.